Il y a une question que je me suis toujours posée. Moi, quand j'étais en France, je me souviens que en tant que acheteur, mais aussi du côté du vendeur, il y avait un document effectivement de promesse d'achat où on s'engageait à, et il y avait aussi du côté du vendeur un mandat de vente qui oblige à ce que si le prix est atteint, qu'on vende. Ça, c'était. J'étais très étonné, à part si je n'ai pas compris, mais j'étais très étonné de voir que des deux côtés, euh, quelqu'un dit je vends, au dernier moment, il peut dire non, non, je vends plus. Si j'ai bien compris. J'étais assez étonné quand je suis arrivé en Israël à cause de ça. Et du côté acheteur, il y a aussi, au dernier moment, la personne dit à l'avocat non, finalement, j'ai pas l'argent, je viens pas au rendez-vous. Euh, Qu'est-ce qui protège un acheteur de l'assurance qu'il peut avoir le bien qu'il veut acheter? Comment il peut se prémunir de l'humeur du vendeur qui dit oh bah, finalement, je vends plus? Rien ou quasiment rien. La question de la promesse de vente ou bien de la signature sur un acte, je ne sais pas comment ça, on appelle ça, lorsque le vendeur s'engage à vendre à tel prix, comme vous connaissez en France, n'existe pas. Donc il n'y a quasiment aucune protection sur ce plan-là. C'est deux choses qui sont différentes, la promesse et le bon d'engagement. Lorsqu'en France, personne ne vend, très souvent, elle s'adresse à une agence immobilière qui va lui faire signer un bon de vente avec un prix. Si l'agence immobilière apporte un client au prix indiqué, la personne, le vendeur est obligé de Ah, vendre. est obligé de vendre, tout à fait. Sinon, il perd une certaine 10%, somme, je crois. 10% ou Ouais. autre, à titre de pénalité. Ici en Israël, il n'y a pas ça. C'est un système totalement différent. Le seul document qui peut être valable, c'est un contrat d'achat immobilier. Point à la ligne. Tant qu'on n'est pas arrivé au stade de contrat d'achat immobilier, la transaction n'est pas faite. Alors j'exagère un petit peu parce qu'on pourrait toujours rentrer dans des notions de rupture abusive de pourparler. On a serré la main, je te dis que c'est ok, je venais demain, j'ai sorti l'argent de la banque. Pourquoi tu veux plus signer? Tu romps des pourparlers, tu as une indemnisation à payer. On pourrait éventuellement, ça existe, ces notions de rupture abusive de pourparler, mais on rentre dans des considérations où c'est les juges qui interprètent éventuellement, suivant les faisceaux d'indices qu'ils ont, quel peut être le montant d'une indemnisation éventuelle. Mais J'avais, ça va très rarement devant les bien tribunaux. sûr, parce que j'avais cru comprendre qu'en Israël, le fait de, même sans écrire, le fait de dire, éventuellement devant témoin, je suis d'accord, le fait de le dire, a une valeur devant les tribunaux. Alors, soyons clairs, en matière de vente immobilière, la loi prévoit qu'une vente immobilière ne peut être que écrite. Ça n'existe pas une vente immobilière orale. Ça veut dire que lorsqu'on donne son OK, son accord verbal, ça a une certaine valeur, mais très faible. Ça a quand même quelque chose. Ça veut dire c'est un engagement, mais qui ne va pas aller très Est-ce très que loin. ça peut avoir des conséquences? Il faut faire attention, parce que Bien sûr. l'autre vend du coup son appartement, parce qu'il... Bien sûr, mais ça c'est clair qu'il y a. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas signé, personne n'est protégé. Hmm. Et personne ne peut dire ça y est, j'ai acheté. Évidemment, vous avez serré la main, puis dans 3 jours on signe, c'est ce qui se passe très souvent, mais tant que vous n'avez pas signé, ça vaut rien. Donc il faut quand même faire attention. Il faut faire attention. Maintenant, l'histoire des promesses de vente, c'est une histoire très intéressante. En France aussi, c'est une question de mentalité. Il est clair que lorsque les Français arrivent ici, ils ont leur façon de comprendre et de façon d'analyser une transaction immobilière qui est totalement différente de la façon israélienne. Il faut juste faire une petite gymnastique, c'est pas compliqué. Il faut qu'on l'explique tranquillement, gentiment, clairement, en leur disant le maximum de choses aux clients et sans pour autant les noyer, et de dire essentiellement, sachant que une transaction en Israël est différente. Écoutez bien comment ça se passe, parce que c'est l'inverse de ce que vous connaissez. Il va faire un petit switch dans votre tête, une petite gymnastique qui va faire que comprendre une transaction va demander une petite réflexion. C'est quoi cette réflexion? C'est de se dire c'est l'inverse du droit français. En France, on signe sur une promesse de vente, on paye 10%. Ensuite, le notaire vous convoque dans un délai de 2 mois, 3 mois, ça dépend un petit peu des circonstances et des données du dossier, vous convoque pour une signature finale où on va donner en général 90% et on va recevoir les clés. C'est exactement l'inverse. En Israël, on signe d'abord le contrat, tout de suite. Avant le contrat, il n'y a rien, il n'y a pas de vie sur un plan contractuel avant le contrat. Il y a des recherches qui sont faites par l'avocat, il y a une transaction, il y a des pourparlers, il y a une discussion, on arrête et ça se concrétise par un contrat. Tant qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de vie réelle qui a une véritable valeur. On signe le contrat et après on n'en signe plus.
La plupart de mes clients, ils n'arrivent pas à absorber, certains clients n'arrivent pas à absorber cette analyse. Ils me disent, je reviens quand pour la signature? Mais c'est fini. Vous avez signé. Demain, ce qui va se passer, c'est que vous allez payer 1, 2, 3, 4 paiements. Vous allez recevoir les clés, c'est fini, au revoir. Donc c'est l'inverse. On signe d'abord, on paye ensuite. Et le contrat, évidemment, prévoit toutes les conditions qui sont liées à la vente, la date, le prix, qu'est-ce qui se passe si on ne paye pas, quel intérêt de retard ou autre. Mais la signature est au début. Et pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas de promesses de vente en Israël? Parce que les promesses de vente sont légales, ça existe, on pourrait le faire, mais on n'aime pas, nous les avocats, l'utiliser, pour deux raisons principales. Première raison, parce que une promesse est un document en général succinct, fait une page, 2 pages, où on met le minimum. Comment voulez-vous rentrer les engagements qui s'exprimeront après dans un contrat de 8-10 pages dans une page, 2 pages? Si on écrit une page, 2 pages et dans le contrat on écrit 8-10 pages, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il va manquer des informations qui sont sujets à discussion, sur lesquelles on va se battre, on va enlever telle clause, on va modifier telle autre. Donc si on signe sur un document, est-ce qu'on est engagé ou non? Imaginons qu'on signe sur un document, moi je te vends à tel prix, je te remets les clés à telle date, je suis d'accord, on signe et on passe Shabbat. Lorsque les avocats vont s'échanger les contrats, il va y avoir plein de choses dans le contrat sur lesquelles pas forcément on va être d'accord. Et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord sur tel paiement, sur telle pénalité, sur tel planning. L'affaire existe ou elle n'existe pas? Donc on a un contrat qui est une promesse de vente, qui est un contrat totalement bancal, qui a une réelle valeur juridique. Vous connaissez l'adage en droit français en matière de promesse de vente vaut vente. C'est exactement la même chose en Israël. En Israël, vous signez une promesse, c'est totalement valable. C'est clair que donc, lorsque vous avez signé une promesse de vente, vous êtes engagé à tel point, c'est la deuxième raison pour laquelle nous n'aimons pas ça, à tel point que cette promesse de vente doit être immatriculée au cadastre. Doit être immatriculée aux impôts. On doit informer les impôts, nous en tant que professionnels, mais également les vendeurs et les acheteurs, de toute transaction immobilière. C'est-à-dire, si on a connaissance d'une promesse de vente qui a eu lieu, il faut déclarer la promesse de vente. Si on déclare aussi la vente, c'est autre chose, mais la promesse de vente doit être déclarée impérativement, et c'est la date de la promesse de vente qui vaut date de la vente. Si un jour on demande à quelle date a été vendu, c'est pas le contrat fait 3 semaines après, c'est la promesse. Et il faut le déclarer. Et si vous ne le déclarez pas, c'est une faute pénale. Donc, indépendamment que c'est un document qui est bâtard, excusez-moi l'expression, qui comporte sans doute des grosses phases d'ombre et d'interprétation, on se trouve également un document qui engage totalement les parties et qui doit être en plus de ça déclaré aux impôts. Donc c'est un document qu'on évite de signer en général. Et finalement, c'est direct. Très souvent, on se retrouve, quand on a des documents comme ça, on se retrouve en conflit. Et puis parfois ça se retrouve au tribunal tout simplement parce que ce document étant imparfait, on démarre mal dans une transaction. Donc finalement c'est le contrat. Donc finalement, oublions les promesses de vente, on fait le contrat, un contrat peut être fait en 1 heure, en 1 jour, c'est pas, ça demande, des fois ils sont simples, il n'y a pas besoin de tergiverser, quand un dossier est simple, on n'a pas besoin de prendre 3 semaines, des dossiers nécessitent des fois 3 semaines de recherche et de travail, d'autres nécessitent tout simplement 24 heures ou 48 heures de recherche, donc lorsque on est d'accord sur un contrat, lorsqu'on est d'accord sur une transaction, on va au contrat et on signe.